Donc la dernière fois, nous nous sommes arrêtés sur la figure étonnante de Socrate, et nous allons maintenant aborder les deux grandes, on peut dire les deux premières grandes synthèses philosophiques, si je puis dire. Platon d'une part, Aristote d'autre part. Platon qui a été disciple de Socrate et Aristote qui a été lui-même à l'école de Platon. Et j'aimerais pour nous introduire dans cette approche qui évidemment nous fait entrer dans un monde immense. La pensée de Platon est quelque chose d'immense, celle d'Aristote encore plus. J'aimerais pour nous y introduire, nous remettre dans cette lumière de la figure de Socrate qui a eu une telle importance. Et je le fais en lisant un bref passage de Jacqueline de Romilly sur cette familiarité que nous pouvons entretenir avec Socrate dès que nous cherchons à être philosophes. Voici ce qu'elle dit: on a grâce à ceux qui ont parlé de lui, donc de Socrate, et l'ont fait parler dans leurs œuvres, le sentiment d'un être éminemment familier, avec qui l'on aurait vécu. On connaît son rôle dans certaines batailles de la guerre du Péloponnèse, son activité de citoyen exemplaire qui ne voulut s'associer ni à des votes injustes, après la bataille des Arginuses, ni à une politique d'illégalité sous les 30 tyrans. On connaît aussi sa façon de dialoguer dans les rues d'Athènes, sa laideur, son ironie, son obstination, sa patience à faire accoucher les esprits. Et l'on connaît son procès et sa mort, qui hanta tous ses disciples avant de hanter tous ceux que menace ou qu'atteint une mort injuste. Je crois que c'est très important de comprendre cela parce que c'est bien la manière dont Platon, disciple de Socrate pendant une petite dizaine d'années, va vivre sa relation avec Socrate, non seulement avec son enseignement, mais avec sa personne, et bien sûr la manière dont son procès d'une injustice absolue et sa mort, qui est un crime, a marqué tout son itinéraire personnel et philosophique. Il le dit d'ailleurs d'une façon extrêmement claire dans un texte que je vais lire dans quelques instants. Et je rappelle que ce que nous avons vu la dernière fois, l'importance de Socrate, si nous nous situons sur le plan, j'allais dire, du contenu philosophique, tient à deux points principaux. Et c'est important de le souligner parce que ça permet de comprendre ensuite de quelle manière, d'une part Platon, d'autre part Aristote, et puis ensuite les écoles philosophiques qui seront plus tardives, vont se rapporter à Socrate. Le premier aspect, c'est que Socrate, comme nous l'avons vu, s'intéresse, j'allais dire, exclusivement au domaine moral. C'est un philosophe qui réfléchit d'une façon nouvelle et, je dirais, tout à fait première, beaucoup plus qu'avant lui, même si bien sûr il y a déjà des éléments chez Homère, chez les pythagoriciens, sur ce que c'est que l'agir humain. Et on sait combien, du coup, Socrate, on peut le dire, dans son procès qui nous est rapporté par l'apologie de Socrate de Platon, Socrate souligne qu'il n'a pas d'autre sagesse qu'une sagesse humaine. Et donc il est le premier, et c'est peut-être à partir de lui que les choses changent d'une façon radicale. Certains ont même parlé d'une révolution socratique. C'est à partir de lui que la philosophie se centre sur l'homme. Et Socrate le fait, non pas d'une façon d'abord spéculative, mais dans une considération presque d'un éducateur. Jacqueline de Romilly dit cette familiarité qu'on a avec lui. Il se présente lui-même d'ailleurs comme un père, comme un frère aîné par rapport à ses concitoyens, comme un éducateur, non pas un éducateur qui fait la morale, mais quelqu'un qui cherche en philosophe à inviter ses frères en humanité, j'allais dire, et quelque chose de fraternel chez Socrate, et en même temps, par le fait même d'extrêmement exigeant, il y a cette espèce d'exigence d'inviter chacun, comme il le dit, à pratiquer l'excellence et à cultiver son âme. Nous y reviendrons parce que nous aborderons dans le cours d'introduction à la philosophie dès cette semaine ce qu'on appelle la philosophie du vivant, c'est-à-dire cette approche philosophique de l'âme. Eh bien, Socrate nous montre qu'il y a une première connaissance de l'âme qui est sur le plan éthique, à travers l'agir qui est le nôtre. Plus quelqu'un est mobilisé vers sa fin, plus il est déterminé dans ses choix, plus son intériorité s'approfondit, plus son âme, transparaît dans son action. On sait que dans un dialogue de Platon qui s'appelle le Protagoras,
Platon a cette phrase extraordinaire, c'est que les vertus, ou pour prendre le mot plus juste des Grecs, l'excellence de l'agir est, comme dit Platon, le visage de l'âme. Et ceci me semble très important, de bien comprendre comment la personnalité de quelqu'un, même si le mot personne n'est pas chez Socrate, transparaît dans ses choix, c'est ce que les stoïciens retiendront par excellence, mais surtout cette excellence, ce sens de la grandeur de l'être humain que nous sommes. C'est en ce sens que Socrate est à la fois patient et en même temps extrêmement exigeant, ça va ensemble. La patience n'est pas l'exaltation du chamallow, et l'exigence n'est pas la dureté. Il s'agit ici d'une question de vérité. C'est justement le deuxième point, c'est que dans le domaine de l'agir, Socrate est le premier, et il ira très loin dans cet aspect, à montrer l'exigence impérieuse et, j'allais dire, nouvelle par rapport aux sophistes que nous avons évoqués plus précédemment, cette exigence impérieuse et nouvelle de la vérité. Loin de l'illusionnisme, on pourrait dire, des sophistes. C'est en ce sens que Socrate est tellement actuel et que, j'allais dire, nous aurions besoin d'un certain nombre de Socrates devant tous les illusionnistes d'aujourd'hui, tous les hommes politiques, tous les gens qui sont dans le fromage de l'institution et qui ne veulent surtout rien changer dans la manière dont les hommes veulent réfléchir, ou qui cèdent à toutes les modes, à toutes les opinions, qui sont dans ce que racontent les journaux. Socrate est quelqu'un qui recentre l'homme sur son intériorité, sur la vérité de son agir et de ses choix. Et donc là, c'est en ce sens que Socrate c'est dans cette lumière, j'allais dire, que Socrate, il le dit très clairement, parcourt les rues de la cité en interrogeant chacun, avec ironie et en même temps une forme de bonté, de patience. À un moment, il se compare à une torpille, au poisson torpille, hein, qui endort le nageur, et Socrate dit qu'il endort ceux qu'il rencontre, en croyant, ceux qu'il rencontre vont croire qu'ils ont tout bon, et puis au moment où ils sont tout à fait satisfaits d'eux-mêmes, Socrate tout d'un coup les pique, hein, et leur montre que pas du tout, ils sont dans l'illusion, et il faut qu'ils entrent dans cette vérité de l'homme qui est en eux. Et c'est là la place de l'interrogation. L'interrogation chez Socrate, ce n'est pas un système, c'est cette attitude de recherche de la vérité qui se fait mendiant de l'expérience humaine et qui éveille l'intelligence en la libérant de la tyrannie des opinions, du qu'en dira-t-on, de l'opinion commune, etc. Je pense ici à une phrase d'André Gide qui va tout à fait bien avec Socrate, n'est-ce pas ? Quand chacun triche, c'est l'homme vrai qui apparaît comme un charlatan. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé pour Socrate. On a fait passer Socrate pour un charlatan, alors que c'est au fond celui qui cherche la vérité et qui montre avec exigence et à la fois une certaine bonté, on peut le dire, combien ses concitoyens sont dans l'illusion et sont entraînés par les facilités que leur donnent les sophistes. Et Socrate, il ne faut pas l'oublier, a terminé sa vie après la guerre du Péloponnèse, qui est quand même le grand échec d'Athènes, après la tyrannie des 30, par laquelle Platon sera énormément marqué, et ce qui fera dire à Platon que la cité d'Athènes est complètement pourrie, qu'elle est totalement corrompue. Et c'est pourquoi Platon, après la mort de Socrate, va quitter Athènes pendant plusieurs années. Et donc il faut bien voir dans quel contexte Socrate, j'allais dire, a philosophé. C'est un lutteur. Hein. Et la philosophie, ce n'est pas des grandes théories en chambre bien sympathiques et tranquilles, c'est une exigence humaine, en l'occurrence pour Socrate dans l'action, d'une vérité qui correspond à ce qu'est l'homme que nous sommes. Alors c'est ce qui fait que, à travers à la fois cette attitude et je ne dirais pas cette méthode, mais cette démarche, c'est plus juste. C'est d'ailleurs ce que signifie dans un premier temps chez les Grecs le mot méthode. Méthode, évidemment, nous Français ou francophones, nous sommes habitués au discours de la méthode de Descartes, et on est loin du compte, alors que chez les Grecs, la méthode, c'est un mot grec, c'est odos, le chemin par lequel on passe. Le chemin que Socrate emprunte, c'est l'interrogation, c'est l'ironie, c'est cette patience pour, à force d'interroger, aboutir à comprendre ce dont on parle. Par le fait même aussi à, j'allais dire, rectifier ou transformer son action.
Et donc on comprend pourquoi Socrate a eu à la fois, j'allais dire, une immense influence. On sait combien tous les philosophes de l'Antiquité après lui se rapportent à lui, même dans des positions extrêmement différentes. Aussi bien les stoïciens que Platon qu'Aristote se rapportent à Socrate, je pense de façon très, très différente, en mettant en lumière des aspects différents de cet homme. Mais une influence, bon, qui est de son vivant déjà, on sait que Socrate a été condamné à mort pour non seulement être un homme impie parce qu'il relativise apparemment les dieux de la cité, mais pour corrompre la jeunesse, c'est le chef d'accusation principal qu'on portera contre lui, ou en l'occurrence on le confond et de loin avec les sophistes. Et donc c'est à la fois l'influence de Socrate, qui va susciter évidemment des réactions extrêmement violentes, et aussi par conséquent sa condamnation, parce qu'à force d'interroger, et à force de remettre les choses, j'allais dire, à plat, comme on dit aujourd'hui, à force de chercher la vérité avec, j'allais dire, avec miséricorde, et en même temps sans concession, fait que, évidemment, on va soupçonner Socrate de ne respecter ni la véritable vertu, alors qu'en réalité, les sophistes qui faisaient profession d'illusion ont voulu être présentés comme ceux qui éduquent vraiment, ni respecter les dieux de la cité. Je souligne au passage combien c'est actuel et combien un procès, quand il est mené en étant guidé par le soupçon, est d'emblée quelque chose de faux et d'injuste, parce que Socrate a d'emblée été écouté avec un biais défavorable, et on sait combien ceci est aussi actuel. Une fois que l'opinion est ancrée j'allais dire, dans le discours commun, comme il est difficile de se libérer de cela pour être dans la vérité et se remettre les choses dans l'ordre juste. Parmi les disciples donc, de Socrate, il y a Platon. Platon a été environ une dizaine d'années à l'école de Socrate. On dit qu'il a connu Socrate quand il avait 20 ans, et quand Socrate meurt en 399 avant Jésus-Christ, Platon est âgé de 28-29 ans. Et il a été marqué, donc Platon a été marqué, certes, par son enseignement. C'est en ce sens, nous allons le voir dans un instant, que une quantité de dialogues de Platon se présente au fond comme un hommage à Socrate. Et comme une volonté, je ne dirais pas apologétique, mais une volonté de disciple, de remettre la vérité sur le maître qu'il a tellement aimé, et dont il voit qu'il a été traité avec une telle injustice et qu'il a été si peu compris, calomnié et détruit. Et donc, marqué par l'enseignement de Socrate, Platon est aussi, je pense, c'est un véritable drame dans son itinéraire personnel. Il a été terriblement marqué par le procès, par la mort de Socrate, et c'est pourquoi je crois qu'on peut très clairement, pour entrer dans la pensée de Platon, commencer par lire et relire, ce n'est pas très long, ce petit dialogue, l'apologie de Socrate, qui nous rapporte, qui nous raconte le procès, la condamnation, et la condamnation, enfin le procès, la défense et la condamnation à mort de Socrate. Je voudrais, pour mettre ça en lumière, commencer par lire un bref texte de Platon dans une lettre autobiographique de Platon, qu'on appelle couramment la lettre 7. Il nous reste de Platon non seulement des dialogues, mais un recueil de lettres. Et la lettre 7, aujourd'hui, plus personne ne conteste vraiment son authenticité. Et c'est une manière dont Platon relate sa vie, en tout cas une partie de sa vie, notamment ses 3 voyages en Sicile, sur lesquels je vais revenir tout à l'heure. Et au début de cette lettre, à la référence 324b et suivant, Platon évoque brièvement l'importance de Socrate pour lui. Et je pense que comme c'est dit d'une façon extrêmement, j'allais dire, personnelle, il est utile de le lire pour bien voir cet enfantement de son intelligence par Socrate et cette influence que Socrate exerçait sur lui. Au temps lointain de ma jeunesse, j'ai éprouvé, certes, un sentiment pareil à celui de tant d'autres. J'avais l'idée, aussitôt que je serais devenu mon maître, de m'orienter sans plus attendre vers les affaires publiques. En outre, voici sous quel jour se présentaient pour moi certaines conjonctures de la situation politique. Nombreux sont alors effectivement ceux dont les insultes visent le régime. Une révolution se produit.
C'est la révolution de 403, avant Jésus-Christ, qui a renversé le régime des 30 tyrans, qui avait duré même pas un an, mais que Platon d'ailleurs va évoquer brièvement. Nombreux sont alors effectivement ceux dont les insultes visent le régime, une révolution se produit. Révolution à la suite de laquelle 51 citoyens prirent la tête du gouvernement, 11 dans la ville même, 10 au Pirée. Ceux-là, d'un côté comme de l'autre, devaient être les administrateurs du marché et de tout ce qui concerne les affaires intérieures d'une ville, donc tout l'aspect économique. Mais 30 d'entre eux s'étaient arrogés sur toute chose une autorité suprême absolue. Précisément, certains d'entre eux se trouvaient être de mes parents ou de mes relations, et comme de juste, ils m'appelèrent aussitôt à eux. C'était dans leur esprit un rôle qui me convenait. Ajoutez que ma jeunesse n'était pas un motif à en éprouver aucune surprise, car je me les imaginais arrachant l'État à une existence injuste pour le conduire à une condition juste, disposé en conséquence à l'administrer par la suite dans cet esprit. Donc ça, on voit apparaître tout de suite un thème qui va être, j'allais dire, récurrent tout au long de littéraire, de philosophe de Platon, ce souci de la justice dans la cité. J'y reviendrai largement la fois prochaine, mais bien comprendre que d'emblée Platon souligne cela. Aussi, la façon dont ils agiraient fut-elle de ma part l'objet d'une extrême attention. Et voilà que ces hommes, je les vois en peu de temps faire apercevoir dans le précédent régime un âge d'or véritable. Autrement dit, une révolution qui a amené les tyrans, et Platon dit, je m'attendais à ce que ce soit mieux, et quand je les vois agir en m'arrêtant avec attention sur la façon de faire, je regrette ce qui était avant, qui était déjà corrompu. C'est tout à fait actuel. Tel homme politique nous fait regretter le précédent, qui pourtant n'était pas brillant. Bon. Donc on voit ici cette espèce d'expérience de Platon. Entre autres choses, Socrate, ce vieillard que je chérissais, et duquel peut-être ne rougirais-je pas de dire qu'il fut le plus juste des hommes de cette époque, ils l'envoyèrent avec quelques autres vers un de nos concitoyens pour amener de force celui-ci en vue de le faire périr. Un moyen pour eux de rendre mon ami, donc Socrate, bon gré mal gré, complice de leurs agissements. C'est ce que tout à l'heure Jacqueline de Romilly évoquait, c'est que Socrate a refusé de participer à une injustice qui consistait à se venger de quelqu'un du régime précédent. Et Socrate a dit non. C'est une des raisons pour laquelle, évidemment, il s'est retrouvé d'une façon extrêmement, j'allais dire, la cible de ce régime. Lui, au lieu de leur obéir, préfère courir le risque de tout endurer plutôt que de s'être associé à leurs œuvres criminelles. C'est tout à fait intéressant, parce que là, on voit l'homme Socrate, qui, au péril de sa réputation, de sa vie, de son succès, choisit la fidélité à la vérité plutôt que, par facilité, d'entrer dans les manœuvres auxquelles on voulait le faire participer. C'est tout à fait intéressant. Donc on voit pourquoi Socrate apparaît aussi comme le premier philosophe de cette droiture, de ce qu'on appelait après la conscience morale, cette espèce de rectitude et de fidélité. Au spectacle de tous ces faits, et d'autres encore du même ordre et non sans gravité, je n'y pus tenir davantage, et je m'écartai des abominations qui alors se commettaient. Or, pas bien longtemps après, survint la chute des 30, comme de tout le régime de cette époque. Et voilà que d'heureux-chefs, avec moins de vivacité cependant, je me sentis attiré par le désir de m'occuper des affaires publiques et de la gestion de l'État. Donc ça, c'est aussi très important à comprendre. On voit comment Platon est quelqu'un, et on va le voir pourquoi dans un instant, a été toute sa vie hanté par l'action politique. Il ne peut pas se résoudre finalement à ne pas considérer que la politique c'est la plus grande des choses, et j'allais dire, il a ce démon politique plus que tout. Et donc on voit bien à chaque fois que quelque chose change, peut-être que ça pourrait finalement être efficace, il faut quand même s'y mettre, etc. Mais dans ces jours aussi, troublés comme ils le furent, beaucoup d'événements surviennent que l'on pourrait trouver intolérables. Il n'est pas du tout surprenant d'ailleurs que, dans une révolution, l'inimitié de telles personnes contre telles autres ait eu pour effet des vengeances excessives. À la vérité, les bannis, au moment de leur retour, firent preuve de beaucoup de modération. Mais au rebours, je ne sais quelle malheureuse circonstance détermina quelques hommes influents à traduire devant un tribunal cet ami à moi dont je vous parlais, Socrate, en lançant contre lui la plus inique des accusations, celle qui de toutes s'appliquait le moins exactement à Socrate. C'est en effet pour crime d'impiété
que ceci les traduisait en justice. Les autres votèrent contre lui et firent périr l'homme qui n'avait pas consenti à prendre sa part d'une arrestation inique, celle d'un de leurs amis, d'un homme qui était banni au moment où, bannis, ils étaient eux-mêmes dans une situation difficile. Ils étaient eux-mêmes dans une situation difficile. Tandis donc que je considérais ces faits, et aussi bien les hommes qui géraient les affaires de l'État, plus j'approfondissais mon examen des lois et des règles coutumières, plus aussi j'avançais en âge, d'autant plus voyais-je croître la difficulté d'administrer comme il faut les affaires de l'État. Et c'est pour ça que Platon dit quelques lignes plus loin. Les races humaines ne verront pas leurs mots cesser avant que, ou bien est accédée aux charges de l'État la race de ceux qui pratiquent la philosophie droitement et authentiquement, ou bien que, en vertu de quelque dispensation divine, la philosophie soit réellement pratiquée par ceux qui ont le pouvoir dans les États. Donc ça, c'est la grande, intuition de Platon, qu'il développera en particulier dans la République. C'est le philosophe qui doit gouverner, ou le gouvernant qui doit être philosophe. Bon, nous reviendrons sur cela la fois prochaine, mais je souligne simplement comment dans la biographie de Platon, cette question est d'emblée présente, et combien la mort de Socrate s'est inscrite au cœur de ce débat. Socrate, l'homme vrai, droit, fidèle, condamné à mort et que l'on fait périr injustement, ce qui montre à quel point la politique, avec ceux qui gouvernent ayant été fermés par les sophistes, est totalement corrompue. Et donc il faut, faire table rase et venir à ce que Platon appellera une cité idéale, que Platon cherchera à développer, évidemment. Alors, quelques éléments très brefs sur la biographie de Platon. Il est né vers 428-427 avant Jésus-Christ, donc au début de la guerre du Péloponnèse, c'est important à comprendre, donc il n'est pas contemporain de la gloire la plus forte d'Athènes. Il naît où déjà le déclin d'Athènes commence. Et c'est important de le noter, il appartient à la plus haute aristocratie athénienne. Il est lié au roi Codos par son père et il est lié à Solon par sa mère. Il est parent de Critias et de Charmide, tous deux associés au gouvernement des 30 tyrans en 404, ce que Platon évoquait à l'instant. Parmi les 30, quelques-uns étaient de ma parenté, et voilà pourquoi il voulait me faire venir avec eux. Donc on voit bien. Et puis il évoque aussi dans ses dialogues, notamment dans la République, Adimante et Glaucon, qui sont ses frères, et que l'on voit apparaître dans ce dialogue. Platon le dit, il a reçu l'éducation la plus sélecte, des jeunes aristocrates d'Athènes, ce que nous avons évoqué dans des leçons précédentes, et il se destinait, comme il le dit lui-même, à la politique. Et c'est là, alors qu'il est dans cet élan, on peut dire, à l'âge de 20 ans, qu'il rencontre Socrate vers 407. Et Socrate meurt en 399, donc Platon a été à l'école de Socrate une petite dizaine d'années. Sur ce point, j'aimerais lire une simple phrase de Jacqueline de Romilly, que je trouve très évocatrice et qui me semble tout à fait là aussi une question actuelle. La dévotion ardente avec laquelle il a tracé et retracé son portrait, donc le portrait de Socrate, dit assez l'emprise qu'exerça sur lui cette rencontre. Ah, voilà le mot monstrueux, l'emprise. Eh bien oui, Socrate exerçait une emprise sur Platon, et ceci est positif. C'est comme quand on emploie le mot séduire, n'est-ce pas ? On dit dans l'Évangile que Jésus séduit la foule, et on dit ça en mauvaise part, alors que on peut conduire à soi comme un chemin pour aller vers la vérité. Et de même, l'emprise, c'est au fond l'influence qu'un maître peut avoir en éveillant à la recherche de la vérité. Donc on voit Platon, et c'est très clair, Platon dans son évocation de Socrate, notamment dans tous les premiers dialogues, ce que je vais montrer dans un petit instant, est fasciné, on peut dire, par cette figure de Socrate, tout en prenant peu à peu son indépendance, évidemment. Platon est autre que Socrate, son intelligence est différente, mais il ne nie pas, bien au contraire, il reconnaît l'influence que cette rencontre a eue sur toute sa vie. Autrement dit, Socrate, on peut dire, l'a converti à la philosophie. Et surtout, comme je l'évoquais déjà tout à l'heure, on peut comprendre, on peut deviner ce que signifie, ou ce qu'a signifié pour lui la mort de son maître, ce qu'il dit avec beaucoup de pudeur au passage dans cette lettre autobiographique.
Mais dans des dialogues, notamment dans le Criton, dans le Phédon, Platon évoque la mort de Socrate et parle de Socrate comme du meilleur des hommes. Donc on voit bien ici cette admiration et ce respect pour la figure de Socrate et l'hommage que Platon lui rend constamment. Tout en prenant peu à peu son propre itinéraire. À la mort de Socrate en 399, Platon quitte Athènes. Et il se réfugie à Mégare, c'est pas très loin d'Athènes, c'est entre Athènes et Corinthe, dans un cercle de disciples de Socrate, notamment Euclide de Mégare, qu'il ne faut pas confondre avec un autre Euclide, qui est au fond celui qui va garder ce qu'on a appelé ensuite l'école socratique. Donc Platon, j'ai dire, commence par recueillir avec ses condisciples, au fond, qui ont été à l'école de Socrate, on pourrait dire l'héritage de Socrate. C'est aussi très intéressant, cette façon de se mettre à l'écart de l'agitation de la cité d'Athènes, surtout après le procès à la mort de Socrate. C'est quand même un crime commis contre la philosophie et contre un être humain juste. Et Platon se retire. Donc on voit bien ici quelque chose de tout à fait important, j'allais dire, comme attitude humaine. Et ensuite, après Mégare, Platon voyage en Égypte et en Cyrénaïque, donc ce qui est l'actuelle Libye, sur la côte sud du bassin méditerranéen, à l'école de plusieurs sages qui sont dans les colonies grecques en Égypte d'une part, mais aussi, on dit par exemple que ce que Platon évoque en évoquant Socrate dans le banquet, l'initiation par Diotime à ce que c'est que l'amour. Et certains disent que très clairement on y voit là une influence qui vient de l'Égypte. Bon, donc on voit ici la manière dont Platon, après la mort de Socrate, a élargi son horizon philosophique. La question est débattue de savoir s'il est revenu à Athènes après, vers 395, ou s'il est parti directement en Italie du Sud pour découvrir les écoles pythagoriciennes et éléatiques. Voilà. Toujours est-il que certains sont plus à dire qu'il revient vers 395, donc 3-4 ans après la mort de Socrate, à Athènes, et que pour lui, il n'est plus du tout question de participer à la gestion d'une cité aussi corrompue. Et c'est pourquoi Platon, c'est important là aussi je pense à comprendre, va essayer de construire une cité idéale fondée sur la connaissance du bien. Peut-être c'est important de mentionner cela. Platon dira que la théorie des idées lui a été inspirée parce qu'il a eu peur de la position d'Héraclite, mais je pense qu'il y a aussi cette dimension humaine, c'est que, au fond, rien ne le satisfait et tout est tellement corrompu qu'il faut bâtir à neuf, et je ne dis pas qu'il rêve, mais il cherche un peu d'une façon utopique à construire une cité idéale, et c'est pourquoi il dira quelles sont les conditions pour que cette cité puisse exister. C'est la première fois que la question de la condition pour qu'une chose puisse être sera développée en philosophie. Il fonde l'Académie vers 387, donc quelques années après, et là, avec évidemment il y a d'autres écoles qui sont rivales, et donc ce bouillonnement de la vie intellectuelle à Athènes, qui va durer à peu près une quarantaine d'années. Platon mourra en 347, à l'âge donc de presque 80 ans. Alors évidemment, Platon a encore, malgré cet enracinement dans l'académie, sur lequel nous reviendrons bien sûr, il a cependant entrepris 3 voyages en Sicile, à l'invitation d'abord le premier voyage de Denis, tyran de Syracuse. Tyran ne veut pas dire ici quelque chose nécessairement de négatif, c'était gouvernant de Syracuse, et qui l'invite à venir mettre en œuvre sa réflexion philosophique. C'est un échec retentissant, et Platon échappe de justesse à la mort, et il est emmené sur un navire spartiate, qui est à l'époque en guerre, et donc du coup il est réduit en esclavage, et c'est parce qu'un citoyen le reconnaît et le rachète que Platon doit d'avoir été libéré, lui qui était de race royale. Donc ça, c'est environ vers 388. Donc juste avant la fondation de l'Académie. Et puis, ils fondent l'Académie, donc nous allons revenir là-dessus, sur l'importance des premiers dialogues, des premières œuvres écrites de Platon.
Et puis il retourne en Sicile 20 ans après, à peu près vers 368. Et là, Denis l'Ancien est mort, mais c'est son neveu, je crois, Denis le Jeune, qui exerce le pouvoir politique et qui l'invite à nouveau. Et c'est à nouveau un échec politique. Platon doit fuir, là encore, la cité. Et au retour, c'est là que Platon trouve Aristote à l'Académie. Aristote qui est né en 384 et qui est donc âgé environ de 18 ans. Aristote mourra en 322 à l'âge de 62 ans. On voit donc que Aristote, puisque Platon est mort en 347, si Platon rencontre Aristote à son retour de Syracuse vers 367, Aristote sera à l'école de Platon durant 20 ans. Et puis, une dernière tentative, Platon en 361 fait un dernier voyage en Sicile et au fond doit, j'allais dire, constater, c'est ce qui peut-être amènera la rédaction des lois après la République, qui sera beaucoup plus concrète, que au fond, une cité juste, telle qu'il l'ambitionne, j'allais dire, et telle qu'il veut la construire, ne verra jamais le jour de son vivant. Mais je souligne, quand nous aborderons la République très brièvement la fois prochaine, combien la République de Platon est un peu la source de toutes les grandes, on pourrait dire, les grandes utopies politiques. On sait que Machiavel avait comme livre de chevet la République de Platon, et que l'influence de cette réflexion philosophique est toujours aussi vivace. Alors maintenant, très brièvement, dans cette première, j'allais dire, approche de Platon, je ne fais, n'est-ce pas, que donner une approche générale. En quoi consiste son œuvre, du moins celle qu'il nous reste. Parce qu'il y a évidemment un enseignement oral de Platon extrêmement important, dont il ne reste plus rien, mais il nous reste des œuvres écrites qui ont été, au fond, certains disent pour le public, pour le grand public. Bon, je ne sais pas si on peut dire ça. Je dirais plutôt comme le résultat mis par écrit d'une réflexion entreprise tout au long d'un cheminement et d'un bouillonnement intellectuel dans la recherche de la vérité. Il nous reste environ 35 dialogues de Platon et un recueil de lettres. 35 dialogues, certains pensent que certains sont apocryphes, d'autres considèrent que tout est authentique, enfin c'est assez délicat. Et il est aussi assez difficile, même si pour le coup la recherche contemporaine a fait de grands progrès grâce à des moyens extrêmement puissants, il est difficile de bien voir la chronologie des dialogues de Platon, bien qu'il y ait quand même des étapes très très claires, mais on peut voir quand même se dessiner une évolution, un approfondissement de la pensée platonicienne. Alors je dis au passage que c'est assez récemment que grâce à ces moyens puissants, notamment de tous les textes qui sont mis sur informatique, on a donc des moyens d'analyse de mots qui sont récurrents, etc., qui fait qu'on a des hypothèses peut-être plus fines pour notamment le style, la rédaction, les thèmes, éventuellement l'allusion à tel événement politique, qui fait que si on fait allusion à un événement, c'est que le dialogue est postérieur à cet événement. Et donc on peut comprendre comment on essaye de mettre un ordre dans la pensée, enfin les dialogues de Platon. Ceci se distingue cependant d'une autre approche qui est la manière dont, déjà dans l'Antiquité, chez les néoplatoniciens, puis ensuite au Moyen-Âge, où Platon a été très commenté, surtout certains de ses dialogues, je pense en particulier au Timée, plusieurs auteurs se sont essayés à proposer des prolégomènes à la philosophie de Platon, c'est-à-dire de proposer dans quel ordre faut-il le lire pour le comprendre. Donc ceci est un autre ordre que la recherche critique d'une chronologie, qui est plutôt de dire, mais par quoi faut-il commencer pour entrer dans l'esprit de la pensée platonicienne. Alors très très brièvement, pour conclure ce première intervention, on peut dire qu'il y a à la fois, d'une certaine façon, comme trois grandes périodes dans les œuvres de Platon. D'abord ce qu'on appelle les dialogues socratiques ou les petits dialogues platoniciens. Sans conteste, c'est évidemment l'apologie de Socrate qui en est un peu la clé d'une certaine façon, puisque même si peut-être elle n'a pas été écrite en premier,
Certains pensent qu'elle est écrite après déjà 4 ou 5 dialogues écrits auparavant, et que Platon avait besoin de ce temps pour retracer et traduire la manière dont le procès s'était déroulé. On peut comprendre ça, hein. Il faut un certain recul pour pouvoir, j'allais dire, sortir du choc que représente l'injustice. Et donc, Platon, je dirais, cherche d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, à mettre en lumière, hein, l'effort propre de Socrate et la véritable figure de son maître. Donc à la fois dans l'apologie et le criton, qui évoque le procès et la condamnation, puis ensuite le criton, la manière dont Socrate se prépare à la mort, et puis ensuite des petits dialogues qui cherchent au fond à la manière de Socrate à traduire les efforts de définition qu'a voulu faire Socrate. Nous avons évoqué la dernière fois cette remarque d'Aristote qui dit que Socrate le premier se pencha sur les définitions. Eh bien Platon, recueille cela et le traduit dans quelques dialogues qui ont chacun un thème et qui mettent en scène, je dirais, Socrate face à un personnage qui peut se dire spécialiste d'une question et que Socrate, par l'interrogation, par l'ironie, etc., cherche non pas à mettre en défaut, mais à réveiller, pour qu'il cherche vraiment la vérité, ne se contente pas de ce qu'il croit savoir. On se rappelle que c'est ça qui hantait Socrate. Je sais que je ne sais rien, ne sachant pas que je sais, je cherche, je sais que je ne sais pas. Alors ces dialogues sont, par exemple, Lacès, qui est un dialogue où Socrate interroge un général qui s'appelle Lacès et dont le sujet est le courage, le Tifron, dans lequel Socrate interroge un devin et dont le sujet est la piété, donc le culte des dieux, le Lysis, où Socrate va au gymnase et rencontre des jeunes et les interroge sur l'amitié, le Charmide, qui est aussi un dialogue avec un jeune, et dans lequel Socrate, mis en scène par Platon, interroge Charmide sur la modération, la sophrosune, donc une certaine déjà approche de la tempérance, mais aussi qu'on peut traduire dans la vision de Socrate par une forme de sagesse pratique, au fond, déjà une certaine prudence. Et puis il y a d'autres dialogues, notamment, alors certains considèrent comme inauthentiques, comme l'Hippias majeur et l'Hippias mineur, l'un sur le mensonge, l'autre sur le beau, et l'Alcibiade, que je trouve pour ma part un dialogue très important, qui met en scène Socrate face à Alcibiade, ce personnage historique bien connu, et dans lequel Socrate dit « Mais comment peux-tu vouloir, donc ce que nous avons vu tout à l'heure, contribuer au bien des hommes si tu ne sais pas ce qu'est l'homme ?» Et c'est là où Socrate a cette affirmation, en tout cas Platon s'exprimant par la bouche de Socrate, ou faisant parler Socrate, l'homme c'est l'âme. Et c'est là où Socrate, Platon, souligne que le corps est un instrument de l'âme. Bon, une chose que reprendra ensuite plusieurs fois Platon, puis ensuite Aristote. Il y a d'autres petits dialogues qui sont toujours dans cette période socratique. L'Ion, qui est sur l'inspiration poétique, le Ménexène, qui nous traduit une oraison funèbre, le Tidème, qui est une charge contre des sophistes, et le Cratyle, un dialogue très important. Certains disent que Platon aurait été disciple de Cratyle aussi, sur le langage et les étymologies. Dialogue aussi très important, parce que Platon y dit pourquoi il a été amené à poser la théorie des idées, par crainte de la position d'Héraclite et de ses conséquences. Et puis, cette première période se termine, on peut dire, par 3 grands dialogues qui, pour le coup, sont très importants, qui sont à la fois, on pourrait dire, des dialogues de transition qui concluent la période socratique et qui ouvrent les grands dialogues de la maturité de Platon, le Protagoras, qui met en scène Socrate allant à la rencontre des sophistes qui dorment encore dans une maison, et dont le sujet est « La vertu peut-elle s'enseigner ?» avec le fameux mythe de Protagoras sur l'homme qui naît le plus fragile de tous les êtres, etc., et qui doit tout conquérir par sa technique. Le Gorgias dialogue peut-être avec l'apologie de Socrate, qui est un des plus aboutis de cette période, qui s'interroge sur le rôle moral de la rhétorique, ou plutôt l'immoralité de la rhétorique des sophistes. Et par comparaison, l'importance de la philosophie. Socrate a cette comparaison entre une mauvaise cuisine, qui est celle des sophistes, et une bonne cuisine, qui est celle de la philosophie, entre un mauvais exercice du corps, qui est les sophistes, et la gymnastique telle que Socrate la prône, qui est quelque chose de vrai. Bon. Et tout cela étant clos par le mythe des îles des bienheureux,
où Socrate met en lumière, c'est une chose assez nouvelle, hein, mais qui vient aussi des pythagoriciens et déjà aussi d'Homère, est-ce que la manière dont nous vivons a des conséquences sur notre vie au-delà de la mort? Donc autrement dit, sur quoi serons-nous jugés? Il y a tout ce mythe du jugement des âmes dans le Gorgias qui est tout à fait important. Et puis dernier dialogue de cette période qu'on peut peut-être aussi mettre avant, tout dépend, le Ménon, qui est un dialogue qui s'interroge sur la réminiscence, et le fameux dialogue où Socrate interroge un esclave qui, ne connaissant rien aux mathématiques, fait une démonstration mathématique de lui-même, et sur le quoi Socrate, plus exactement à mon avis Platon, invente ou bâtit la théorie de la réminiscence. C'est que, avant d'être unis à un corps, nous avons été dans le ciel des idées, et donc connaître, c'est se souvenir de ce qu'on a oublié, ce qui est, à mon avis, un thème beaucoup plus platonicien que socratique. Ensuite, il y a cette période des grands dialogues de la maturité de Platon. On peut dire, grosso modo, à partir de 385, il y a, par rapport à cela, on peut dire principalement 4 dialogues qui sont vraiment, on peut dire, des chefs-d'œuvre, à la fois artistiques, je dirais au point de vue littéraire, et du point de vue philosophique, qui nous montrent toute la grandeur et les intuitions propres de Platon. C'est d'une part le dialogue du Phédon, qui commence avec Socrate en train de boire la ciguë, et donc qui se prépare. Le dialogue du Phédon se termine avec la mort de Socrate. Donc ça, bien sûr, c'est une manière littéraire de mettre les choses en scène, mais le sujet du Phédon, c'est la réflexion sur l'immortalité de l'âme. Donc un sujet qui vient des pythagoriciens, alors que clairement Platon dit dans l'Apologie de Socrate que Socrate, ne sachant pas ce qui se passe après la mort, se refuse à l'inventer. Donc Socrate est quelqu'un qui est plus, on pourrait dire, qui reste au seuil dans l'interrogation. Platon, lui, élabore le premier d'une façon beaucoup plus réfléchie, une vision philosophique de l'âme qui est faite pour l'immortalité. C'est dans ce dialogue qu'il y a cette fameuse phrase philosopher, c'est apprendre à mourir. Puisque philosopher, c'est apprendre à se séparer du corps et à ce que l'âme vive séparée du corps et retrouve le ciel des idées. Bon, ce qui est évidemment le dualisme platonicien tout à fait marquant, qui n'est pas du tout chez Socrate à mon sens, et que bien sûr que Aristote récusera totalement. Le deuxième grand dialogue de cette grande période de la maturité, c'est le banquet, qui est un chef-d'œuvre dont le sujet est l'amour, où chacun qui participe à un banquet, Socrate étant présent, est invité à faire un discours sur l'amour. Il y a donc 5 discours successifs sur ce que c'est que l'amour. Le discours du médecin, le discours de l'homme de théâtre, etc. Et puis, finalement, Socrate est invité à dire ce qu'il pense de ce que c'est que l'amour. Et c'est là où il raconte sa rencontre avec la prêtresse Diotime et combien il a reçu une forme d'initiation à travers des mythes de l'origine de l'amour. C'est un sujet majeur puisque le débat, on pourra dire, entre Platon et Aristote à ce sujet, c'est la différence entre Eros et Philia. Enfin, le dialogue du Phèdre, qui est apparemment un dialogue sur la rhétorique. Le sujet est, faut-il finalement réassumer la rhétorique des sophistes en philosophie? Donc quels sont les rapports entre philosophie et rhétorique? Mais l'exemple pris par Platon, à travers le personnage de Socrate dans le dialogue du Phèdre, c'est encore l'amour. Et donc il y a dans le Phèdre 2 grands discours sur l'amour, et qui nous montrent l'âme attelée à 2 chevaux, l'un qui tire vers le haut, l'autre qui tire vers le bas, et qui au fond essaye de montrer cette lutte qui se trouve dans l'homme. Donc on trouve là tous les grands thèmes déjà de la pensée de Platon, à savoir l'insistance sur le rôle de l'âme. Je reviendrai là-dessus. Je pense qu'on peut dire d'une certaine façon que la pointe de la pensée platonicienne, c'est une grande philosophie de l'âme. L'âme immortelle, l'âme transformée par l'amour, l'âme capable d'un discours poétique, etc. Et donc évidemment, derrière cette question, comment penser les rapports de l'âme et du corps avec cette vision très clairement dualiste de Platon. Et puis bien sûr, cet absolu qu'on voit notamment exprimé dans le banquet avec beaucoup de force, et dans le Phèdre, cet absolu de la recherche de la théoria, de la contemplation,
chez Platon, tout le banquet nous montre comment il y a cette dialectique ascendante portée par l'amour qui nous fait passer du sensible à l'intelligible, un thème qu'on retrouvera évidemment dans la République, pour nous orienter vers le monde spirituel. Et c'est important de comprendre ces thèmes parce que les dialogues de la fin de la vie de Platon chercheront à élucider d'une façon plus critique et plus réflexive les relations entre les idées et le monde sensible, notamment dans le Parménide. Quelles sont l'unité et le nombre des idées? Y a-t-il une dialectique des idées? Y a-t-il des idées premières par lesquelles les autres idées sont en relation les unes avec les autres, dans le sophiste en particulier? Quelle est la nature de la dialectique? Ce passage du singulier ou du particulier aux idées qui demandent d'être universelles, et ce retour, cette redescente vers le particulier, ce qui est évidemment un des grands thèmes de la pensée de Platon, puisque Platon dira la philosophie, c'est la dialectique. C'est-à-dire, c'est cet itinéraire qui fait passer, à travers cette méthode que Platon développe dans la République, cet itinéraire qui passe du sensible à l'intelligible. On se rappelle ici de l'allégorie de la caverne, un texte que normalement tout élève de terminale normalement constitué a lu, et qui est ensuite invité, ayant contemplé le ciel des idées, à redescendre dans la cité pour transformer le particulier, des mœurs des hommes, et les rendre plus conformes à l'idée du bien. Évidemment, tout ceci demande d'être interrogé. Et on peut dire que cette grande période de la maturité se clôt, même si la rédaction a sûrement duré très longtemps, par cette immense œuvre qu'est la République, cette grande synthèse de Platon, qui est d'ailleurs, certains disent, dont la rédaction est comme contemporaine du Parménide, où déjà Platon interroge sa propre philosophie et remet en cause certaines choses. Donc à la fois, il théorise l'importance des idées et du bien en soi, et dans le Parménide, il s'interroge sur la validité de cette question. Et puis, dernière grande période de la vieillesse de Platon, ces dialogues justement plus abstraits, plus critiques aussi, où Platon, clairement, ayant atteint un âge plus avancé et dans un aspect plus réflexif, bien sûr, dans un dialogue qui est extrêmement célèbre, qui est le Timée, où Platon, au fond, met en œuvre sa conception du monde, sa cosmologie, et son intuition de la création du monde, entre guillemets, sous l'influence du démiurge, qui façonne, tel un artiste, le monde sur le monde des idées. Le Critias, le sophiste, le politique, le philèbe, les lois et l'épinomie. Les lois étant d'ailleurs un dialogue inachevé, qui est encore un dialogue politique. On voit tous ces réflexions de Platon qui clôt son itinéraire philosophique. Alors nous reviendrons plus en détail là-dessus la fois prochaine, sur quelques grands thèmes de la philosophie platonicienne, et qui sont toujours importants à essayer de comprendre, parce que si nous voulons ensuite bien comprendre les positions aristotéliciennes, elles ne peuvent pas se séparer d'une prise de position par rapport à Platon, dont Aristote a été le disciple pendant 20 ans.